Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast préféré, votre aventure sur la recherche, la recherche en AI et sur la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Nous sommes toujours le 17 juin parce que c'est notre deuxième enregistrement aujourd'hui. Bienvenue aujourd'hui à vos prix IARC et vos prix Lovelace. La dernière fois que nous avons fait ça, c'était la fin de l'année 2020. Une belle année, hein, cette année 2020. Nous donnions nos prix Lovelace et IARK, comme dans IARC. Vous vous en souvenez. Et vous en avez redemandé. Et nous y sommes juste avant notre pause d'été, parce qu'il y aura une pause, je vous en parlerai un peu plus loin. Je suis en compagnie d'Ève et de David pour vous donner nos prix. Comment ça va à vous deux? Bien, merci, et toi? Bien, merci. David, ça se passe bien de ton côté? Ouais, ça va bien, et toi? Quoi que s'est passé depuis notre dernier épisode? Depuis les quelques minutes du dernier épisode? Oui, voilà. OK, on continue. On ne fera pas de cachette, là. On les enregistre back-à-back, ces deux-là. Je vous rappelle le concept, une fois par trimestre ou 2 fois par année, on enregistre une sorte de revue d'actualité. En fait, on choisit nos meilleurs articles. Ça peut être articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques, n'importe quoi, mais qui, selon nous, est important dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui est digne de mention, et donc du prix Lovelace. Et la contrepartie de tout ça, ce sont nos prix IARC, ce sont nos prix Citron, Navet, Nanar, nos prix Ig Nobel. Ce sont nos articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques, n'importe quoi, mais en lien avec l'intelligence artificielle et qui nous fait dire IARC. C'est le concept, vous l'avez compris. On va commencer par David. David, c'est quoi ton prix Lovelace cet été? Je dirais... moi, j'ai fait un petit peu différent. Cette fois, là, j'ai deux prix Lovelace. J'ai pas de IARC pour cette fois. J'ai pas trouvé quelque chose qui... Ça marche C'est pas, rare. là. D'habitude, je suis plus sceptique, là, on dirait, là, celui qui tape plus ses doigts des gens. Là. Mais pour cela, j'ai décidé de prendre une approche différente. Le premier, c'est quelque chose... Je dirais, bon, c'est intéressant. Je vais faire une petite critique quand même ça, même si je trouve que c'est un Lovelace. Là. Ça s'appelle DynaBench puis DynaBoard. En fait, c'est un outil qui a été publié par Facebook Research AI. Donc, c'est un centre de recherche de Facebook axé sur l'intelligence artificielle. Puis, qu'est-ce qu'ils ont publié finalement? C'est un benchmark, donc c'est un outil de benchmark qui permet, benchmarking, c'est pouvoir dire, je compare mon modèle à ceux des autres chercheurs en intelligence artificielle. Okay. Donc, par exemple, moi, je vais proposer un nouveau modèle, puis je vais le comparer normalement sur des datasets de benchmarking qu'on appelle. Pour en nommer quelques exemples, là, il y a MNIST, peut-être que certaines personnes ont entendu, Glue, ImageNet, Cypher, il y en a vraiment une panoplie. Puis, en NLP, un des enjeux, en fait, la plupart de tous les modèles, les enjeux, c'est que présentement, les benchmarks sont en train de saturer. C'est qu'on est en train d'atteindre les capacités maximales. On est quasiment rendu à 100% sur la plupart de ces datasets-là. Puis, l'enjeu de ça, c'est que la recherche est très axée juste sur aller optimiser ce modèle-là, alors que dans la réalité, il n'y a pas juste un objectif qu'on va atteindre, il y a plusieurs objectifs. Puis, au fil des années, qu'est-ce qui est ressorti, c'est que les attaques adversariales sur des modèles, par exemple, qu'on veut volontairement donner des mauvais exemples à un modèle qui est entraîné, qui a une très excellente performance sur un benchmarking, un dataset de benchmarking, puis on se rend compte finalement qu'il est vraiment mauvais dans d'autres contextes, qui ne sont pas nécessairement plus complexes, mais juste qui se veulent être plus méchants ou qui représentent peut-être plus la réalité, les modèles performent moins bien. Donc là, cette idée-là, ou l'objectif derrière cette solution-là, c'est de pouvoir un peu dire, on va tout se mettre là, dos là, au mur, on a toute la même chose, objectif qu'on tente de faire. Puis c'est une approche qui appelle Human in the Loop, c'est-à-dire que tu as le modèle, puis c'est des humains qui tentent volontairement de donner des exemples à ces modèles-là qui seraient peut-être difficiles à faire, puis un peu d'entendre, si on veut, de faire des entourloupes, là, si on veut, là, de l'attaquer de manière volontaire. Ce qui est intéressant avec ça, c'est
Ben, premièrement, il tente d'adresser un problème qui est réel, c'est-à-dire de ne pas juste toujours se référer au même dataset de benchmarking, mais d'essayer d'aller chercher quelque chose qui est plus dynamique, qui évolue dans le temps. Parce que finalement, des datasets qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tel problème, tel truc. Donc, finalement, il y a différentes versions, mais c'est des fois difficile. Puis à quel modèle on fait référence? Ben là, on va vraiment faire référence à ce seul outil de benchmarking-là. Puis il y a un score qui est attribué. Il y a plusieurs caractéristiques là, qui sont prises en compte, là, pour en nommer juste quelques-unes qui sont quand même intéressantes, que l'espace mémoire qui est utilisé parce qu'il y a des considérations environnementales, à quel point il y a du furnace ou non dans le modèle. Du quoi? Et différentes autres métriques là, qui sont calculées. Tu as dit du furnace? Du quoi? Furnace. Donc, à quel point finalement il fait de la discrimination ou non. Là. Ah, OK. Fairness, OK. C'est vraiment juste relié à ça. Un point négatif, je trouve, par rapport à ça, là, puis pour faire un lien avec un autre article qui a été publié l'année passée qui s'appelle Beyond Accuracy, Behavior Testing of NLP Model with Checklist. Puis un des critiques finalement de cet article-là qui a gagné d'ailleurs un prix ACL 2020, là, c'est que certes, l'adversarial, les changements adversariaux, le fairness, tout ça, c'est important, mais c'est pas juste ça qu'on doit faire, c'est tout ça qu'on doit mesurer. Puis j'ai l'impression que, en tout cas du moins, le discours qui est véhiculé dans l'article qui présente Dina Bench, c'est on va juste attaquer au fairness. On va juste attaquer sinon à l'adversarial. Alors qu'on ne veut pas vraiment avoir une approche sur l'ensemble des métriques possibles. Bon, peut-être c'est juste ma lecture de ça qui est peut-être pas fair. Moi, quand je vais voir l'outil, c'est juste ça qu'on me présente aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qui vont venir? Je ne le sais pas. Mais à mon sens, j'ai l'impression qu'on tente de pointer dans une direction plutôt que d'aller dans toutes les directions possibles, finalement, sur comment vraiment on va évaluer nos modèles. Checklist, là, finalement, cet autre article-là qui parle, je crois, atteint beaucoup plus cet objectif-là où est-ce que, finalement, on tente d'avoir 3 types de tests qu'on fait un modèle pour faire rapidement des fonctions minimales, donc être capable de fonctionner minimalement sur des caractéristiques qui nous intéressent, d'être invariant aussi. Par exemple, j'ai une phrase « David aime les pommes », bien que je change le mot « David » par un autre prénom, que ce soit un homme ou une femme, bien, je vais arriver au même résultat. Puis directionnel, ou est-ce que si on change la direction, par exemple, j'ai une phrase qui est positive et je veux la rendre négative, bien, ma probabilité doit rendre plus du négatif. Puis si j'augmente ma phrase qu'elle soit plus positive, bien, je veux que mon modèle soit plus sûr que ce soit positif. Okay. Donc, finalement, cette espèce de direction-là qui serait un comportement qui est plus typiquement humain de pouvoir fonctionner. Donc, j'ai l'impression que ça n'est peut-être pas encore atteint cet objectif-là, mais on s'en rapproche vers quelque chose qui est plus intéressant, puis on commence, je pense, à mettre les premières pierres, d'aller dans une direction qui est de ne pas toujours se rapporter au même dataset d'évaluation qui sont peut-être parfois souvent désuets. Puis Dynabench puis Dynaboard, c'est-tu 2 outils différents ou ça évalue 2 choses différentes? Dynabench, c'est finalement... Dynaboard, c'est le board, si tu veux, l'application Internet. Puis Dynabench, c'est finalement les benchmarks qui sont derrière puis comment ils sont arrivés à calculer les métriques. Puis ça, pour y avoir accès, c'est quoi? Comment ça fonctionne concrètement? Tu vas sur un site Internet? Exactement. Finalement, il y a un site Internet qui a été mis qui est dynabench.org. Que finalement, c'est très axé NLP. Là, finalement, c'est juste pour l'NLP là, ici qu'on parle. Entre autres, les tasks qu'ils ont mis de l'avant, c'est le hate speech qui est là, sentiment analysis, le question answering, donc répondre à des questions, puis natural language inference, comme comprendre finalement le contexte autour d'une hypothèse ou de comprendre une question un peu si on veut, là, si c'est que ça se contredit ou non, une phrase se contredit ou non. Puis finalement, la communauté peut proposer des tests à ajouter. Puis il y a comme des rounds, puis il y a différentes étapes. Là. Je vais laisser le site peut-être mieux s'expliquer un petit peu plus que ça, mais si on prend par exemple, tu as parlé du hate speech. Là. Hate speech, oui. Tu veux tester, disons, ton outil de détection du hate speech, puis tu vas le tester, ton outil, sur ce site-là en regardant, bon, c'est quoi les outils qui ont déjà été utilisés pour détecter le hate speech, puis moi, mon outil que je veux proposer, c'est mon outil X, puis là, tu essaies de comparer ton outil X de détection du hate speech aux outils existants, c'est ça? Exactement. Par exemple, si je clique sur ça, là, ils sont rendus à 7 rounds. Ça veut dire que ça fait 7 fois que les modèles ont saturé les tests actuels qui avaient été mis en place, puis que là, les gens essaient d'en proposer d'autres pour toujours essayer d'améliorer les modèles. Fait que, par exemple, celui qui est le meilleur actuel, il y a une accuracy de 80,82. Ça, c'est à quel point il est capable de détecter finalement des exemples positifs ou négatifs de hate speech, mais il y a une fairness à 86,29. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas raciste ou il est moins, peu importe c'est quoi les caractéristiques qui sont mises dedans. Puis il y a une robustesse à 80,45. Finalement, il y a toutes ces différentes métriques-là. Puis il y a un Dynascore de 46,36 qui est le leading solution actuellement. Puis tu en as d'autres en bas où est-ce qu'ils sont plus de fairness, plus de robustesse, mais finalement, ils ont une moins grande accuracy,
mais ils utilisent moins d'espace. Fait il y a juste tout ce ranking-là des modèles. Puis, tu peux soumettre un modèle pour se faire tester finalement. Puis ça permet de dire combien de questions ou de tests ont réussi à fool les modèles qui sont là actuellement. Puis des fois, c'est très anodin comme test là, qu'on fait. Là. Puis finalement, le modèle est comme « Ah, il ne comprend plus rien qu'est-ce qui se passe. » Dans le néant. Super trippant. Je ne savais pas que ça existait. C'est qui fournit ça? Qui produit ça, ces outils-là? Ça, c'est Facebook AI Research. Le FAIR, là, finalement, là, qui s'appelle là, le Facebook AI Research. Donc, ça s'attendait quand même de fin 2020, là, finalement, ces différentes activités-là qui ont été proposées. Puis dernièrement, ils ont sorti DynaBoard, là, qui est le board, l'application là, directement en ligne. Là. Fait que ça se veut être dans la lignée, finalement, de tout ce qui est l'AI éthique, puis comment on essaie de rendre ça plus transparent. Puis comment aussi on axe finalement la recherche ou les chercheurs ou les différents acteurs vers quelque chose qui est plus une direction qui correspond mieux aux valeurs de la société, probablement. Ben, c'est trippant comme un engagement social aussi. Là. C'est-à-dire que ces compagnies-là, on leur reproche d'avoir toutes les données, d'avoir, c'est ça, oui, d'exercer un leadership là-dedans, mais pour ceux et celles qui veulent s'immiscer dans cette technologie-là puis qui n'ont pas accès à leurs ressources, là, les données puis tout ça, au moins dire, on fournit des outils, on fournit des benches, le DynaBoard qui vous permet d'avoir accès à nos benchmarks. Et comment c'est perçu ça? Comment c'est perçu dans la communauté de chercheurs? Tu sais, Facebook qui essaie de shaper, de cadrer un peu comment la recherche se fait et compagnie. Tu sais, je sais que leur oversight board, c'est pas super bien vu là, chez les juristes. Est-ce que de la même manière, eux qui essayent d'influencer la recherche, ça crée un peu d'insatisfaction aussi, ou c'est plutôt bien vu puis dans la même ligne que dont Jean-François parlait? De ma lecture de tout ça, c'est quand même mitigé. Là. Ça dépend de quoi qu'on parle. Je pense que ça est plus aligné avec... OK. Bon, là, je ne veux pas non plus trop étirer, mais je pense que tu as différentes visions. Tu as les NLP puristes. Là, je vais parler de mon secteur qui est plus NLP, là, le traitement automatique du langage naturel. NLP en bon français. Là. Il y en a qui sont plus, l'idée, c'est l'expert, c'est l'humain qui doit vraiment essayer. Fait que, des modèles comme GPT-3, souvent pour ce type d'expert-là, c'est pas intéressant parce qu'on ne comprend pas mieux la langue. On fait juste faire des probabilités, finalement, sur la langue. Fait que, d'aller plus vers, justement, ces approches-là fairness, je pense que ça, c'est un objectif de faire le pont entre ce qui est le plus de NLP classique et le NLP, Deep NLP, finalement, les méthodes actuelles qui utilisent beaucoup le Deep Learning pour faire du NLP. Ça, je pense qu'il vient se mettre un peu entre les deux. Fait que je pense qu'il y a des critiques, on n'atteint pas tous les objectifs, mais certes, les avancées récentes du Deep Learning en NLP sont vraiment fulgurantes pour offrir des outils quand même démocratiquement intéressants, puis qui ne prennent pas des siècles à développer selon les méthodes qui étaient plus antérieures. Fait que c'est intéressant, mais je pense qu'encore là, on ne comprend pas mieux la fonction et l'utilisation de la langue. On sait juste qu'elle n'est pas fair à 30%. Puis là, on essaie de développer des tests, puis des règles. Fait que c'est encore l'expert, finalement, qui sent se mettre sa main dans la loupe, finalement, pour dire, voici maintenant comment on utilise vraiment la langue. Fait que je pense qu'on essaie de recouper un peu les deux univers. Je ne sais pas à quel point c'est pour tout le monde. C'est ça l'objectif à atteindre. Mais c'est sûr que des géants comme Google, Facebook, Amazon font une très grosse pression sur les milieux académiques parce qu'elles arrivent avec des ressources incomparables à ce qu'on a accès. Fait que ça devient difficile, ça monopolise beaucoup, beaucoup de recherches. Je pense que c'est peut-être plus là la critique qu'elle peut être. Mais ils sont vraiment... c'est un catch-22, ils sont pris avec... c'est pour ça que c'est important de bâtir la confiance tranquillement avec le public parce que là, ils sont pris dans... il y a pas de... C'est un cul-de-sac, là, c'est-à-dire que s'ils gardent les données pour eux, puis... Ils se cachent dans leur coin puis ils ne partagent pas, c'est sûr qu'on va leur reprocher d'avoir accès à la ressource puis de ne pas la partager. Puis quand ils se mettent à essayer de faire ce genre d'initiative-là, là, on se dit, le garde-là, il essaie d'influencer où s'en va la recherche, comment la recherche est conçue, ils prennent trop de place. On aimerait ça aussi avoir notre mot à dire, comment on veut voir la recherche se développer. En tout cas, je voudrais pas être... Ouais. Ça me fait penser à un autre truc. Là. Je vais faire une plug de mon podcast, là, mais tu sais, dans mon dernier podcast. Oui, je voulais t'en faire une plug de ton podcast. C'est ça. On a justement discuté de ça un peu, là, à savoir c'est quoi le rôle des universités du futur. Ça s'appelle Open Layer, d'ailleurs. Comment elle s'appelait? Hein? Open Layer avec Catherine Régis, finalement. Catherine Régis, c'était super trippant.
Vraiment, vraiment. Moi, j'ai adoré l'épisode, puis on a entre autres parlé un moment donné, justement, à savoir c'est quoi le rôle de l'Université du futur. C'est-tu encore faire de la recherche? Parce qu'il y a beaucoup de centres de recherche comme FAIR, qu'on vient de nommer là, qui fait de la très bonne recherche, mais qui vient du domaine privé. Fait que là, est-ce que ces intérêts sont encore bien positionnés? C'est-tu des intérêts publics qui doivent promouvoir la recherche ou des intérêts privés? Puis, qu'est-ce qui drive finalement tout ça et qui est le motif raisonnable de pousser de la recherche? Je pense une bonne réflexion à avoir, à savoir comment on veut se positionner en tant que société ou en tant que peu importe là, où ce qu'on trouve là-dedans, c'est l'université où est-ce qu'ils doivent faire. Parce que l'université de demain, il y a des centres comme Google qui commencent à dire des entreprises qui disent moi, je vais former ma main-d'œuvre, puis tu n'as pas besoin de chercher un bac. Va te former. Ça va te coûter je vais te donner ta formation certificat. universitaire. Là. Viens chez nous, puis tu vas être formé. Puis en plus, En 3 mois, tu es prêt. En 3 mois, tu es prêt, puis tu vas pouvoir avoir accès à avoir de très bons des gros salaires. des belles conditions. Puis en plus, tu vas avoir accès à la donnée, à la recherche. Donc, ils sont vraiment bien. Puis c'était super intéressant votre discussion justement sur à quoi ça va ressembler dans 50 ans. C'est super important de se poser la question en ce moment. Là, on se dit, à l'université, ça va toujours ressembler à ce qu'on voit, ce qu'on a compris de l'université, mais non, en ce moment, là surtout la recherche, là, où elle se fait, en tout cas en AI, c'est vraiment, ça te saute aux yeux dès que tu te mets à t'intéresser à l'intelligence artificielle. La recherche, oui, on est bon dans certaines universités, là, mais tu vois bien que la donnée, la manne, là, c'est ces compagnies-là qui l'ont en ce moment. Le pétrole, là, on peut bien développer des produits qui roulent avec un peu d'essence, là, mais le pétrole, c'est eux autres, là, ça coule à flot par là. C'est ça. Non, vraiment intéressant. Tu voulais nous parler aussi, David, de l'article de Victor Rodriguez, David Victor Rodriguez sur les applications de GPT-3. C'est-tu ça? Ouais, c'est pas un article, plus c'est quoi? C'est plus un genre d'article à la bonne franquette, on va plus dire. C'est pas un article scientifique. Là. Finalement, lui, il a plus dit, est-ce que GPT-3 qu'on a souvent parlé ici, là, puis qu'on a souvent pointé du doigt sur des choses qu'il ne fait pas correct, mais ici, je vais lancer un petit peu des fleurs sur des choses quand même vraiment intéressantes qu'il a réussi à faire. Puis lui, il s'est dit, je vais essayer d'évaluer si GPT-3 est capable de m'expliquer selon finalement un niveau de difficulté, si on veut, à quel point il est capable de faire un résumé d'un texte Lego, finalement. Donc, des termes souvent vraiment très niche, puis de le transformer en une phrase qui est peut-être vraiment plus intéressante. Là, j'en avais un que j'avais ciblé quand même intéressant, puis tu sais, il a pris finalement différentes approches. Bon, là, il y a un premier texte, c'est par rapport au LinkedIn Privacy Policy. Puis là, grosso modo, c'est un long texte, je vais peut-être pas tout le lire, mais c'est Your profile is fully visible to all members and customers of our service, subject to our settings, it can also be visible to other on or off of your service, par exemple Facebook, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a tout un gros texte comme ça. Là, il dit, je veux GPT-3, moi, je veux que tu fasses un output, comme tu l'expliques, comme si j'ai 10 ans. Justement, comme on avait déjà discuté, je veux que tu fasses un résumé de 10 ans, puis je vais utiliser finalement un paramètre pour jouer avec à quel point il va être funky ou plus conservateur. Ça, on appelle ça la température, finalement. C'est avec ça qu'on va jouer un peu, on pourrait dire la créativité, là. Do you got the right temperature? Finalement, là, pour faire une belle référence à une chanson très populaire. Là. Puis GPT-3, quand il donne la bonne température, il l'a comme il faut. Mais grosso modo, si on va avec le plus... mettons, il va avec le plus conservateur, finalement, le privacy policy, finalement, c'est comme, en gros, ce qu'elle résume, il résume avec la chose la plus conservateur. If you don't want to be found, don't use this site. Parce que finalement, ça dit, tu peux être vu par les gens à l'intérieur de LinkedIn, tu peux oui ou non ne pas être vu par les gens à l'extérieur de LinkedIn. Donc, si tu veux pas être vu, fais juste pas être vu. OK, c'est un résumé intéressant de ce texte-là. Okay. C'est simple. Si on y va dans le peut-être plus créatif, anyone, even people you don't know, can find out about you on Mommy Meet. Bon, là, il y a comme une petite erreur factuelle que c'est pas Mommy Meet, c'est LinkedIn. Il a donné un nom d'un site qui s'appelle Mommy Meet plutôt que LinkedIn, là, finalement, là, parce que c'est un petit peu trompé. C'est là qu'on parle de l'erreur factuelle. Des fois, c'est créatif, des choses qui n'ont pas rapport. And find out about the relationship you have with other adults. OK, c'est vrai que LinkedIn, c'est des relations que tu peux avoir avec d'autres personnes. Ouais. C'est ça. Okay. They can also use a special computer to find out
what street you live on and the town you live in. If they want to meet you, they can do that. OK, là, on voit que finalement, il s'est vraiment trompé avec un autre site qui est finalement un site de rencontre où est-ce que tu peux rencontrer d'autres personnes. Fait que là, il s'est comme un petit peu mélangé. Fait que, grosso modo, on voit qu'il est quand même capable de comprendre qu'il y a un objectif, puis on n'y a pas spécifiquement entraîné pour ce type de tâche-là. Un autre ici que j'ai trouvé intéressant, qui démontre un peu aussi justement à quel point cette créativité-là quand même peut être intéressante, c'est, je sais juste, excuse-moi de le retrouver, parce que c'est quand même un long article finalement là, qui parle de ça. C'est vraiment trippant. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé qui est vraiment... C'est vraiment trippant de voir comment, c'est ça, le GPT-3, on le voit utiliser à toutes sortes de sauces, mais de le voir essayer de résumer comme ça, des résumés légaux, dans le fond, là, c'est ça qu'il essaie de faire, là, vraiment trippant. Puis là, c'est le même, mais plutôt que de dire explique-moi comme si c'était un 10-year-old, même si j'ai 10 ans, finalement, fais-moi un too lazy did not read. Puis, avec une temperature finalement qui est relativement basse, if you are on Tinder, you are on Tinder. Fait qu'il a juste rien compris. Il est juste parti dans le champ, lui, il parle de Tinder, ça peut te faire trouver par d'autres gens. Fait qu'on voit que peut-être finalement, c'est là que la probabilité est comme, souvent, les gens qui vont vouloir te mettre en contact avec toi, c'est peut-être plus des textes Tinder. Fait que, on voit que ça l'a peut-être confondu un peu dans ça. You can hide from the search engine and Facebook and Google, but not from on-site user. Là-dessus, il a compris par contre que tu peux pas te cacher des gens qui sont à l'intérieur de LinkedIn, mais tu peux te cacher à l'extérieur des gens à l'extérieur au niveau de l'indexage. Ça, il l'a vu, il l'a détecté. Ça, il l'a vu, il l'a spoté. Mais si on va trop bas, si on ne donne pas la bonne température, là, il est dans le champ complètement. On voit que finalement, la paramétrisation de ce genre de modèle-là est très, très, très fragile. C'est très difficile. Où est-ce que tantôt, à point 2, on avait une bonne réponse dans un contexte, mais là, ici, à point 2, on a quand même une réponse qui n'a pas rapport. Tantôt, à point 8, on parlait de Mommy Meat. Là, on parle vraiment comme quoi qu'il a vraiment compris que tu peux te protéger des search engines, mais tu ne peux pas te protéger contre à l'interne. On voit que c'est difficile quand même. Ça fait un bon travail de départ, mais il faut être quand même vigilant sur les erreurs potentielles que ce type de modèle-là peut faire. C'est là, je pense, qu'il y a là toute la complexité, mais en même temps, on voit quand même que sans comprendre la tâche, il est arrivé à quelque chose d'intéressant. Il y en a d'autres. Je pourrais te l'envoyer. Un dernier peut-être dans la description. Là. Un dernier. Il y en a un, finalement, ils ont pris finalement le US Code 230, section 230. Malheureusement, je ne le connais pas par cœur, là. Mais grosso modo, c'est protection for good Samaritan blocking and screening of offensive material. Puis là, finalement, c'est littéralement un article de loi là, dans sa forme comme on le connaît, libellé A, B, etc. Il essaie de comprendre ça lui-même. Bon, lui, on lui demande de comprendre ça. Puis, finalement, si on l'explique en 10 ans, you should not be forced to read offensive words, nor have to see them, because doing that might hurt your feelings. OK, bon. Finally, she specifically asked me, then why are those words even allowed? OK, fait que là, j'ai juste perdu la carte à la fin. Il a halluciné qu'on parlait de ça. Pas tant que ça. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Pas tant que ça, parce que Section 230, c'est un article de loi américain qui ont décrit comme la loi qui a donné, l'article de loi qui a donné naissance à l'Internet. Puis c'est une loi qui vise à savoir si les intermédiaires, donc Facebook par exemple, peuvent être poursuivis pour le contenu qui a été posté. C'est à savoir, puis c'est toute une question de qu'est-ce que tu as le droit de dire sur Internet, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire sur Internet, puis qui qu'on peut poursuivre ou qui qu'on peut pas poursuivre selon ce que tu as dit sur Internet. Fait que la dernière phrase que tu disais, c'est You cannot say that aloud, c'est ça? Ou You're not allowed to say that? Quelque chose du genre? Then why are those words even allowed? Tu sais, il y a comme quelque chose. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est pas complètement... Il comprend pas si bien Kev, mais il comprend mieux que nous autres, là. Il a compris que il y a quand même une interrogation à se poser. OK. Vraiment trippant. Vraiment trippant. Ouais, je savais pas que tu pouvais faire ça. You can be sued for taking down a picture that someone else put up that you think it's mean or rude. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Uh-huh. Vraiment trippant. Il a quand même compris. Oh, il a compris. Compris entre guillemets, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis, je mettrais quand même tout plein de nuances. C'est intéressant d'un point de vue. Oui, vas-y. C'est ça. Il n'a pas appris cette tâche-là. On lui a pas demandé d'écrire des résumés. Lui, tout ce qu'il a fait, GPT-3, c'est qu'il a lu un shitload de texte. Ouais, mais c'est ça. Section 230, c'est super. Genre,
beaucoup de gens qui en parlent en ligne. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a, juste comme ce que tu disais tantôt, là, été chercher des phrases les plus communes qui apparaissent à partir. Tu sais, peut-être que c'est une définition que quelqu'un a déjà dit, là. Mais. C'est ça. Mais en même temps, dans le fond, il fait des résumés pour quelqu'un de 10 ans aussi. Nous autres aussi, si on résume des articles de loi à quelqu'un de 10 ans, ça se peut bien qu'on tourne les coins ronds, qu'on se trompe, qu'on tourne carré, qu'on évite des parties. Donc, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Si tu disais, explique ça avec nuance et subtilité, il faudrait voir à quoi ça ressemble. Fait que c'était ton prix Lovelace. Donc, 2 prix Lovelace, David. Dynabench, Dynaboard, c'est ton premier prix. Pas de prix Yark. Ça, je t'en veux encore. Puis deuxième On prix... innove. Deuxième prix Lovelace à David Victor Rodriguez et ses travaux sur les applications de GPT-3. Faire des résumés comme ça de textes légaux. Est-ce qu'il y a un site internet, David Victor Rodriguez, où on peut trouver ça rapidement? C'est une bonne question. Ou écrivez dans un moteur de recherche le David Victor Rodriguez GPT-3. Puis, vous allez trouver ça. Ouais, c'est ça. Il y a un blog finalement qui met, puis il parle de ce genre de trucs-là qu'il a mis. Là. C'est un avocat de formation puis qui fait du machine learning aussi. Là. Trippant. Merci pour ton prix, tes 2 prix, Lovelace. Passons à Eve maintenant et ses prix. Commençons par son prix Lovelace. Eve, tu donnes ton prix Lovelace à qui, à quoi? Je donne mon prix Lovelace à Kate Crawford pour son nouvel ouvrage Atlas of AI. Tu sais, il y a plusieurs livres quand même, plusieurs ouvrages dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'on est conscient qui ont fait des révélations, des révolutions presque, puis dont on entend parler beaucoup. Là, on peut parler à Weapons of Mass Destruction de Katie O'Neill, Automating Biases by Virginia Eubanks. Puis ces livres-là, moi, quand ils sont sortis, j'étais pas dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui fait en sorte que, quand j'ai eu à me frotter à ces œuvres-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas le même esprit révolutionnaire parce que c'était déjà quelque chose qui était rentré dans le langage public. Ces gens-là avaient théorisé quelque chose de révolutionnaire, mais c'était rapidement entré dans le langage public, puis c'était mainstream, fait que c'était moins intéressant. Mais Kate Crawford, il est sorti tout récemment, et ça, c'est le genre de livre révolution qui est le fun à lire en ce moment, parce que ce qu'on lit dans cet ouvrage-là, c'est pas encore dans le discours commun. Et ça casse tout, en tout cas de mon point de vue. Ouais. C'est vraiment des choses dont j'avais jamais entendu parler de cette manière-là en termes d'intelligence artificielle. Elle, en fait, si on veut résumer la grande thèse qu'elle avance avec ce livre-là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est ni intelligent ni artificiel. Le volet, ce n'est pas intelligent. On l'a peut-être déjà plus entendu, c'est-à-dire que on le sait là, que on est loin de la singularité, on est loin d'une vraie intelligence, c'est plus des statistiques sur les stéroïdes. Mais le volet, ce n'est pas artificiel. Ça, on l'entend largement moins souvent. On a vraiment cette image que ce sont des ordinateurs, c'est immatériel, c'est ça, c'est complètement artificiel. Et elle nous transporte dans un voyage pour nous montrer à quel point il y a l'intelligence artificielle, au final, c'est fait de sueur de travailleurs, de pollution. C'est pas le cloud propre comme on l'imagine. C'est vraiment... Il y a des vrais impacts sur la société. Puis le terme Atlas of AI, elle le présente un peu comme un voyage. Puis c'est intéressant, vraiment, tu sais, j'écoutais des podcasts qui en parlaient, puis ils disaient « Ah, c'est un page-turner ». Puis bon, un livre académique qui est un page-turner, là... c'est rare. C'est assez rare, fait que j'étais toute sceptique, mais finalement, c'est vrai que ça se lit vraiment bien. C'est un 250 pages qui passe bien. Elle nous raconte, elle se déplace par exemple dans une mine de lithium, puis elle décrit les paysages, il y a des photos qui illustrent le tout. Puis elle part historiquement, puis elle dit vers la ruée vers l'or, comment les mines se produisent, comment ça se passait dans les mines, puis elle ramène ça jusqu'à maintenant. À quel point on est aussi en train, avec des modèles de langue qui sont excessivement énergivores, comment on est en train encore de la même manière de vider nos sols. Après ça, elle passe vers les travailleurs du clic en Inde qui sont exploités. Elle fait Très intéressant. Ouais. Donc, montrer un peu
c'est quoi, à une époque, là, avec le parallèle, je pense que le parallèle est super trippant, à une époque où on avait exploité des mines, ou même le pétrole, on est content. Oui, on a du pétrole, on a du plastique, on a de l'essence. Mais c'est quoi le prix à payer environnementalement parlant? Ça a pris du temps avant qu'on se rende compte de tout ça. Puis elle, c'est plutôt cette voie-là qu'elle exploite, c'est ça qu'elle explore? Oui. Puis il y a plusieurs chapitres, puis ne sont pas nécessairement reliés, mais il y a plusieurs thématiques. Il y a aussi des thématiques qui portent sur les données. Puis elle fait une belle histoire des données aussi, là, les premiers modèles de langue qui étaient entraînés sur des affaires judiciaires, des témoignages, des grosses poursuites contre Microsoft. Par exemple, qui avait donné lieu à plein de témoignages. Mais ça a été les premières données sur lesquelles on a construit les modèles de langue, comme les premières données aussi sur lesquelles on a construit la reconnaissance faciale au départ. C'était des mugshots beaucoup, donc des prisonniers qui sont souvent un peu... C'était pas sous tes meilleurs jours lorsqu'on te prend après avoir été arrêté pour un crime. Tu ne consciences certainement pas ce que ta photo soit prise, puis c'est ça qui a entraîné les premiers modèles de reconnaissance faciale. Puis pourtant, on a commencé à apprendre la reconnaissance faciale à partir de données de photos qui ont été injustement, en tout cas dont la moralité, on pourrait déjà la questionner. Exact. Puis c'est ça, elle passe aussi, elle requestionne aussi les reconnaissances d'émotions qui sont basées sur les théories d'Ekman. Il y a 5 ou 7 grandes émotions, mais qui sont excessivement contestées chez les psychologues. Bon, il y a plus aucun psychologue de nos jours qui croit qu'il y a effectivement seulement 8 émotions très caricaturales qu'on peut reconnaître, mais compte tenu que c'est une théorie qui plaît bien aux informaticiens, mais on continue à essayer à s'attacher. C'est le fun, c'est 7. Là. Il y facile. En a juste 7. On va les coder. On n'a pas 42 à coder, là. On en a juste 7. Là. C'est exact. C'est facile, puis ça plaît. En tout respect, là, David. C'est super le fun comme théorie, fait que les informaticiens s'y rattachent, alors que c'est ça, qu'elle ne fonctionne pas au final, qu'elle a été démontrée comme étant fautive depuis longtemps. Elle fait une belle critique de tout ce qu'on devrait réfléchir et tout ce au quoi on devrait penser avant de se lancer dans des développements d'intelligence artificielle. Puis c'est un petit guilt trip, je dirais. Tu lis ça, on le sent déjà, là. Ah ouais, OK. Est-ce que vraiment je veux le développer, cet algorithme-là? Est-ce que je suis sûre que je vais aller de l'avant avec ça? Est-ce qu'il y a vraiment une fonction sociale qui est poursuivie? Fait que c'est un excellent livre vraiment qui vaut la peine d'être lu. Puis il y a la section sur le chapitre sur les données est vraiment, je lui fais pas justice, mais il vaut vraiment la peine d'être lu. Puis il y a une phrase qu'elle dit qui m'a marqué quand même, c'est la majorité de la recherche en intelligence artificielle n'a pas à passer par des comités d'éthique. Puis ça vient historiquement du fait que c'était des mathématiques, même si on apprend sur des données publiques, mais c'est des données, c'est plus impersonnel qu'une vraie personne. Donc, et encore à ce jour, la majorité de la recherche n'a pas à passer par des communautés d'éthique. Puis ça me faisait toute une réflexion sur le fait que moi, si je dois rencontrer des gens pour leur poser des questions sur l'intelligibilité de l'information judiciaire qui n'a rien de personnel, je dois passer un long processus éthique. Par contre, si je veux développer avec les données, puis ce sur quoi je travaille, je veux faire des statistiques prédictives sur le système de justice, puis de savoir quelles sont les chances de vraiment jouer sur le passé criminel des gens. Ça, il n'y a pas personne qui va m'inquiéter à l'université sur comment je traite mes données. Puis... très intéressant. C'est ça. Très, 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 très intéressant à relancer. Très intéressant. Ben oui, tout à fait. Mais ça va être ma lecture d'été. Je pense que je vais me prendre ça en note. Atlas of AI. Donc, en français, l'Atlas de l'intelligence artificielle. Exact. J'irais comme ça, si ça ne vous dérange pas. C'est de Kate Crawford. Donc, j'ai pas la maison d'édition, mais vous ferez vos... C'est Yale University Press. Tu l'as dans tes mains? University Press, yeah. Ouais, tu peux, Oui, on le voit, un vrai livre donné par une vraie personne. C'est incroyable. On s'est ennuyé de tout ça. Ça n'a pas d'allure. Merci, Eve, pour ton prix Lovelace. Dans tes prix Lovelace, il y avait aussi le règlement européen sur les AI, mais on en a parlé un peu. On en a fait un bout lors de notre dernier épisode. Vous en souvenez très bien. En tout cas, moi, je m'en souviens très bien. Ton prix IARC maintenant. J'espère que tu as un prix IARC. Là, oui. Sinon, je me fâche. OK, donc c'est quoi ton prix IARC? Mais c'est un excellent article qui fait état d'une réalité qui l'est largement moins.
C'est un article qui a été publié par des chercheurs de l'Université de Cambridge qui se sont intéressés à plus de 2000 systèmes d'intelligence artificielle et articles scientifiques qui ont été publiés entre le 1er janvier 2020 et le 3 octobre 2020 qui visaient à diagnostiquer la COVID-19 par les radiographies des poumons. Ben oui, c'est vrai, ça. Il y en avait plusieurs des projets comme ça. Là, c'était ambitieux. Au début de la pandémie, on voyait ça circuler. Là. Et les AI, la COVID, le watch out, on était prêts, puis il va se passer quelque chose. Donc, on a 2000 articles, on descend à 465, on descend à 63 en raffinant les recherches. Mais c'est systématique. Là, tout ce qui a été publié est analysé. De cela, aucun, j'insiste, 0, ne sont cliniquement utilisables pour diverses raisons. Biais dans les données, manque de robustesse, manque de reproductibilité. Puis ça, David, je sais que c'est ton dada un peu, la reproductibilité. Aucun de ces systèmes-là ne pourront être utilisés. Par exemple, le type d'erreur, parce qu'ils ont été faits vite, on était dans la hâte, puis c'est normal aussi. Là, on se rappelle où on était il y a un an, c'était stressant. Là. On voulait faire mieux, mais il y a une forme de technosolutionnisme quand même qui se dégage de ça. Parce qu'il y a souvent, dans la majorité de ces papiers-là, il n'y avait aucun pneumologue, radiologiste qui était impliqué. C'était simplement des ingénieurs qui travaillaient là-dessus. Ce qui fait en sorte que c'est ça. On a fait des erreurs de base. Par exemple, on incluait des photos de radiographie d'enfants dans les personnes non malades. Alors que dans les malades, il n'y a presque pas d'enfants qui attrapaient le COVID, fait qu'il y en avait beaucoup moins. Ben oui. Ce qui fait en sorte qu'en fait, les systèmes d'IA ont appris à reconnaître des radiographies d'enfants versus des radiographies d'adultes. Puis ça me fait penser à un exemple qui est donné souvent, mais qui par les profs, qui est peut-être pas si avéré dans les faits, mais qui explique bien qu'est-ce que des biais, là, c'est les tanks américains puis les tanks russes. Au final, on voulait apprendre à un système d'intelligence artificielle à reconnaître qu'est-ce qui était un tank américain, qu'est-ce qui était un tank russe. Puis on a donné que des photos de jour pour les tanks américains, puis que des photos de nuit pour les tanks russes. Fait qu'au final, c'était facile pour l'algorithme. Il reconnaissait l'état du soleil dans le ciel. De la même manière, ben c'est ça. C'est un textbook example de mauvais, tu sais, de mauvais échantillonnage puis de biais faciles à régler qui ont été pris dans ce contexte-là. Vraiment trippant, vraiment trippant. Vraiment désolant, moi, je dirais. C'est de la vraie recherche, là. Donc, c'est de la vraie recherche financée. Puis à la fin, on a 2000 papiers, puis on s'enthousiasme, puis on va mettre... il y a au moins 2000 chercheurs qui ont leur nom, puis qui sont bien fiers de ces papiers-là, mais à la fin, c'est ça, la qualité de tout ça, l'utilité, la pertinence de tout ça, on en parle. Le but, c'est pas seulement de produire des papiers, hein, le but, c'est aussi de produire quelque chose de pertinent, intéressant, rigoureux aussi, c'est minimalement rigoureux. Après ça, si c'est utile, c'est une autre histoire, mais au moins rigoureux et... très intéressant. Puis ça, tu as vu ça, c'est un article, ça s'appelle... C'est un article ou... Oui, c'est un article qui a été publié par des chercheurs de Cambridge. J'ai pas le nom en tête, j'ai pas le nom en mémoire, mais on pourra le mettre dans les liens. Tout à fait, on va les mettre dans les liens de cet épisode. Donc, vous irez voir l'épisode, dans les notes d'épisode, il va y avoir l'article en question. Donc, c'est un peu désolant, mais ça vaut très, très exactement, et c'est la fonction de nos prix IARC. Merci Ève. De mon côté, j'ai un prix Lovelace, c'est un prix IARC. Mon prix Lovelace, soyons chauvins. Il y a 4 chercheurs québécois qui ont été reconnus comme étant les chercheurs les plus influents au monde en intelligence artificielle. Les 4 sont liés au MILA, donc l'Institut québécois d'intelligence artificielle, anciennement le Montreal Institute for Learning Algorithms. Je vais y arriver. Qui sont-ils? Premier... Oh, je ne saurais vous dire. Monsieur Bengio, peut-être? Ben oui, Joshua Bengio qui est là en premier, comme toujours.
super vedette. On le salue. D'ailleurs, au début du podcast, j'aurais aimé ça. Quand j'essayais de concevoir le podcast, je me suis dit, on pourrait l'appeler en sous-titre « À la recherche de Yoshua Bengio », en disant peut-être qu'un jour, on va le rencontrer. Sinon, on le salue. Deuxième chercheur, Joël Pinault de McGill. David hoche la tête en disant « oui, oui ». Troisième, Zhuang Tang des HEC à Montréal. Désolé d'abord de la prononciation. Puis, moi, je ne connaissais pas Zhuang Tang. Quatrième, on le salue et bravo encore pour ses prix mérités. Et quatrième, Aaron, mais je dirais Aaron peut-être, Courville de l'Université de Montréal. Donc, les 4 qui figurent sur cette liste. C'est une liste, ça s'appelle AI 2000 Most Influential Scholars. Donc, les chercheurs les plus influents, il y en a 2000. C'est une liste, ça a été publié par le service web eMiner. Ça a été publié le 18 mai dernier. Donc, vous le savez, Yoshua Bengio, c'est le premier, le seul en tête d'ailleurs de tous les chercheurs qui a été nommé dans 5 catégories. Donc, apprentissage automatique, le 2e au Canada et 6e au monde. Traitement automatique des langues, ça va t'intéresser David, 1er au Canada et 9e au monde. AI, puis EGCAI, c'est quoi ça? Acronyme à défricher. Je vous laisse faire vos recherches. 1er au Canada, 15e au monde. Vision par ordinateur. 1er au Canada, 31e au monde. Et reconnaissance de la parole, 3e au Canada et 32e au monde. Je parle toujours de Yoshua Bengio. Donc, la liste, je me suis intéressé un peu à cette liste-là, d'où elle sortait. Ça a été publié par l'université de Tsinghua à Pékin, en Chine. Donc, ça fait quand même plusieurs années là, qu'ils le font là. Quand même, je suis allé vérifier aussi, là, pour m'assurer que ça soit une belle liste avec une belle reconnaissance. Donc, typiquement, ça met en valeur et en évidence les chercheurs qui sont les plus influents dans 20 domaines qui sont liés à l'intelligence artificielle. Puis, vous me connaissez, mais je me suis aussi intéressé aux critères qui leur permettent de définir c'est quoi un chercheur influent. Et les indices sont là. Ce sont toujours les mêmes. Puis, je me permets de vous dire que ces indices-là sont toujours contestés en ce moment. Le H-Index. Donc, le H-Index, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça calcule... ça dit que tu es un chercheur influent selon ton nombre d'articles. Sachez qu'il y a des chercheurs là-dedans, dans la liste, là, qui avaient publié plus de 1000 papiers en 10 ans. Plus de 1000 papiers en 10 ans. Je ne sais pas à quel rythme que vous écrivez, là, mais c'est ça. Le nombre de... C'est un article aux 3 jours. C'est un article aux 3 jours. Du moins, tu en assumes la paternité ou l'authorship 1 aux 3 jours. C'est quand même pas mal. Le nombre de citations dans les 10 dernières années. Donc ça faisait partie des critères. L'ordre des auteurs aussi, en donnant beaucoup de poids au premier et dernier auteur. Donc H-Index. Le partage d'autorship aussi. Quand tu publies un article avec 3 auteurs versus 200 auteurs, ton poids d'influence est plus grand quand tu as 3 auteurs autour de toi. Ça fait plein de bon sens, mais en même temps, il y a une conception de la recherche qui est derrière ça. Quand on dit publier, publish or perish, puis publier, à un moment donné, quand on mesure l'influence comme ça, avec des critères comme ça, il ne faut pas se surprendre s'il y en a qui sont prêts à tout pour mettre leur nom au bout d'une liste de 200 chercheurs sur un papier. Donc, partage d'autorship, j'en ai parlé. Les pays qui sont les mieux représentés parmi les chercheurs les plus influents, USA. 1164 chercheurs, donc 58% des chercheurs représentés, c'est USA. Donc, domination totale. Le Canada apparaît dans le top 5 pour reconnaissance du langage, interaction humain-machine, animation graphique, toujours 2e, et 3e dans data mining, machine learning, sécurité, Internet des objets. Donc ça, il figure 3e. C'est quand même
pas mal pour notre cher pays. Et les compagnies les plus influentes, quelle est la compagnie la plus influente? Google. Bravo. 135 chercheurs parmi les 2000 les plus influents de chez Google. Et le volet EDI de l'étude, donc représentation du genre. Combien de chercheurs en pourcentage sont des hommes? 70? 88. 90! Et en plus, là, si c'était The Price is Right, t'es juste en dessous. C'est parfait. Donc, oui, on les salue. 90%, David, des hommes dans ce domaine. Voilà. Ça représente un peu notre panel. En ce moment, on est à 66%. 90 quand même. C'est pas une chance que Fred n'est pas là. Voilà. Ça représente bien ce milieu-là. À vous, les femmes, il va falloir faire, je ne sais pas comment, là, du recrutement. Je pense que c'est tellement compliqué. Même j'enseigne en sciences et génie, là, avoir des femmes en sciences et génie, c'est compliqué. Puis c'est plus de l'ordre de freins culturels. Là. C'est depuis l'enfance là, qu'il faut éduquer, comme les programmes d'apprentissage à la programmation chez les jeunes. Comment ça s'appelle? Woman for AI, ou pas AI, ça s'appelle comment? Programmation en tout cas pour les jeunes femmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut mettre en place là, si éventuellement on va avoir des femmes dans ces domaines-là, là, parce que pour l'instant, culturellement, on le voit bien, là, ça finit à la fin avec tous les incitatifs qu'on peut donner. C'est très, très largement trop représenté par ces beaux messieurs. Mais sinon, bravo à tout ce beau monde, notamment à Montréal, qui travaille fort, et à toutes ces personnes qui gravitent autour de ces personnes qui sont influentes. Bravo à tous ceux qui tournent autour de ces quelques personnes là, qui récoltent tout le fame et le prestige de cette influence. Là, mais nous savons, et nous avons déjà fait de la recherche, là, et nous faisons de la recherche, et nous savons que vous êtes nombreux à participer à ce succès de ces équipes de recherche, parce que concrètement, ça ressemble un peu plus à ça. Mon prix Yark maintenant. Mon prix Yark, je le donne à David parce qu'il n'avait pas de prix Yark. J'avais deux Lovelace. Oui, c'est vrai. Je te taquine. Mon prix Yark, je le donne à... c'est partagé. C'est un prix, moi aussi, je triche un peu. C'est partagé parce qu'il y a deux ils vont se partager ce prix. Clearview et Gendarmerie royale du Canada pour utilisation illégale de reconnaissance faciale, donc violation de la loi de la vie privée. Donc, rappelons un peu les principaux faits. Gendarmerie royale a utilisé près de 521 fois le logiciel de reconnaissance faciale Clearview AI, de Clearview AI. Dont la base de données a été compilée illégalement, avait conclu l'enquête du commissaire à la protection de la vie privée. Pire, la GRC a menti, la Gendarmerie royale, donc la GRC a menti au sujet de son utilisation de cette technologie controversée. Clearview AI, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Là. C'est une société de surveillance établi aux États-Unis, qui a créé un outil puissant de reconnaissance faciale, mais en téléchargeant illégalement plus de 3 milliards d'images de personnes sur Facebook, sur Twitter et autres réseaux sociaux. Donc, vous pouvez d'ailleurs leur écrire. Hein. J'ai vu qu'il y avait une procédure sur Internet là, pour leur écrire si vous voulez savoir c'est quoi les images qui sont utilisées par ces moteurs-là. Vous pouvez écrire carrément à Clearview AI pour avoir votre rapport. Parlant de rapport, le rapport de la commissaire à la protection de la vie privée, le premier rapport avait conclu en février, donc c'est février de cette année, que Clearview avait fait de la surveillance de masse. C'est comme ça qu'on le qualifie. Et surveillance de masse, donc illégale. Et vous le savez, dans ces photos maintenant, là, donc
ces photos ont été colligées d'une drôle de façon. Et dans ce moteur-là, il y a un peu de nous autres là-dedans, au sens propre et figuré. Et pourquoi un prix IARC? Parce que si un jour il y a un autre hiver en AI, ce sera entre autres en raison de ces quelques abus et grossières erreurs qui tentent de ces quelques joueurs qui tentent parfois d'aller un peu plus vite que tout le monde et peu importe le prix. Et un des prix, c'est de leur donner notre prix IARC. Voilà, c'est bien peu, mais c'est ça, on va s'en contenter. J'imagine que vous avez suivi ça un peu, Clearview, Gendarmerie Royale. Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de lire le nouveau rapport. On dirait que c'est pas des bonnes nouvelles, puis on le sait, puis c'est un peu le jour de la marmotte, là. Comme tu le disais, le premier rapport en février, c'était sorti, puis déjà, on tapait sur les doigts. Là, le savoir en plus qu'une autorité gouvernementale a sciemment menti pour les premiers résultats d'enquête. Elle disait qu'elle avait à peu près pas utilisé finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont été cherchés. Je vais le lire éventuellement, mais pour l'instant, j'avais comme pas le moral à le faire. Désolé de t'avoir imposé ça. Mais non, c'est pas ça le point. Mais non, je le sais. David, as-tu suivi le dossier un peu, Clearview AI, j'imagine? Un petit peu comme F, plus de loin. Là. Finalement, j'ai pas lu le rapport. J'ai plus observé, plutôt lu des articles qui parlaient de ça. Là. C'est moi dans ma zone de qu'est-ce que je m'intéresse. Là. Puis j'ai 24 heures dans une journée, donc je ne peux pas tout lire malheureusement tout ce qui m'intéresse. Mais je pense que c'est juste intéressant de voir aussi, là, si je ne me trompe pas, avec Clearview AI a aussi balayé de la main tout ce que le rapport des commissaires avait dit, là, finalement, aussi. Là, nous autres, on n'a rien à se reprocher. Tu penses juste intéressant, puis ça ramène un peu avec, que j'ai dit, en fait, les précédents épisodes, comment on peut finalement punir ce genre de comportement-là de manière réelle et non juste faire comme, tu as fait quelque chose de pas correct, moi, je m'en fous, oui, je suis aux États-Unis, ciao, bye, guys, puis je m'en vais, il y a il y a eu quelque chose qui a été fait, même la GRC, est-ce que tu vas-tu passer quelque chose? Elle va-tu être sous tutelle? Elle va-tu se faire taper ses doigts? Y a-tu des gens qui vont perdre des postes? En plus, c'est pas des gens nommés, fait que c'est des gens qui sont en poste. Fait que, en tout cas, je pense juste qu'il y a tout un mécanisme qui est important à réfléchir, à savoir que ce genre d'édition-là a un impact majeur. Puis à date, j'ai pas vu personne qui a été tapé ses doigts là, de manière sérieuse. Ça revient toujours à la même chose. Dans le commissariat à la vie privée, il n'y a pas pour l'instant encore. Puis, pas dedans. Il n'y a pas dedans. Il peut pas donner des grosses amendes. C'est sûr, par contre, que un blâme d'une autorité fédérale vers une autre autorité fédérale, ça fait plus mal pour la GRC que ça pouvait faire mal pour Clearview AI, qui pouvait essayer de négocier ses conditions pour vous dire, on se conforme si vous nous donnez un peu... on fait-tu un compromis, les amis? Voyons donc, une compagnie qui essaie de faire un deal avec le juge, c'est bizarre un peu. Mais reste que c'est ça, c'est des enjeux qui se règlent bien avec des lois de protection des renseignements personnels, mais sauf que les lois de protection des renseignements personnels, je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de C11, mais ça ne s'en vient pas. Hein. Le projet est tombé entre les cracks, il ne suivra pas. Le projet de loi 64 non plus au Québec, ça ne va pas de l'avant aussi rapidement qu'on souhaiterait. On les connaît, les solutions. Il suffirait simplement de volonté gouvernementale d'avancer plus rapidement. Tout à fait. Et pour tout ça, on dit IARC. Voilà. C'est bien peu, mais on peut le dire. En conclusion, tiens, je vais me permettre un deuxième prix Lovelace, parce que moi aussi, je vais tricher. Je vais donner des deuxièmes prix. Mon deuxième prix, c'est à mes deux collègues qui sont là aujourd'hui. Fred, pas Fred, justement. Il est dans ma tête, Fred. Fred qui n'est pas là, on le salue toujours et il fait son possible. On a de la difficulté à l'avoir avec nous. Mon prix Lovelace plutôt à David et Eve qui, malgré un horaire chargé, réussissent à se trouver un peu de temps pour ces rendez-vous avec vous, podcast. J'aime tellement discuter avec vous. J'en apprends beaucoup avec ces discussions. Ça me force aussi à explorer, à être attentif, je dirais, à ce qui se dit, qu'est-ce que je pourrais lire, qu'est-ce qui pourrait intéresser non seulement nos auditeurs, mais vous deux. Donc, merci à vous deux de partager avec moi cette quête
et cette enquête au cœur de l'intelligence artificielle. Nous prendrons une pause cet été. Donc, pour vous, ce sera le dernier podcast avant notre pause d'été. Donc, si les podcasts, là, tout à coup, n'apparaissent plus à bon rythme ou ne cessent d'apparaître dans vos téléchargements de podcasts habituels, j'avais pris l'habitude quasiment 2 semaines de publier, nous allons prendre une belle pause cet été. Ça se peut que sur les réseaux sociaux, là, je repousse de temps en temps quelques vieux épisodes. Ça se peut que vous les voyez passer parce que aussi bien les mettre en valeur puis les faire connaître. Mais les nouveaux épisodes, on va recommencer à l'automne. Donc, de retour à l'automne, nous serons bien dotés d'une immunisation à l'épreuve d'un virus pandémique mondial et nous serons gonflés à bloc pour poursuivre cette enquête avec vous au cœur de la recherche sur les enjeux éthiques sociaux en intelligence artificielle. Merci encore, Ève. Merci, David. Merci à toi, Jean-François. Tu mérites aussi plus d'applaudissements pour gérer tout ça et pour mettre sur pied ce podcast qui est toujours vraiment le fun à faire. Ah oui, des applaudissements. Je prends tout ces temps-ci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, ça vous donne tout l'été. Et on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.